nous allons pouvoir commencer. Peut-être pour commencer, la parole à Véronique Riboud qui nous accueille parmi nous. Écoutez, je suis une fois de plus ravie de vous accueillir et je vous remercie vivement, le CRA et Réseau Entreprendre, pour cette initiative de pouvoir faire témoigner des chefs d'entreprise qui ont finalement vendu leur entreprise et qui sont passés apparemment une troisième vie. Enfin, bienvenue à vous tous. Et puis, on va pouvoir commencer. Et donc, c'est Paul de Réseau Entreprendre qui va nous faire le maître de cérémonie. Alors, absolument. Merci, Véronique. Vous avez oublié de dire que c'était le lieu pour entreprendre autrement, 14K. C'est indispensable. Et je comptais sur vous, en fait. Donc voilà, donc je remplis mon rôle. Bravo. Et donc, ce soir, nous avons le plaisir de faire le premier webinaire sur 3 webinaires. Le deuxième et le troisième auront lieu en janvier et en février. L'un sur le déclenchement de l'opération de transmission, et le troisième, c'est le webinaire, aura lieu en février sur des regards croisés entre cédants et acquéreurs d'entreprises. Mais ce soir, on va se consacrer à la troisième vie. Alors, si on regarde déjà un peu l'historique, pourquoi la troisième vie? Parce que une société sur 2 va se retrouver en situation de transmission. Alors, pendant un long moment, on a parlé du baby boom. Donc, maintenant, nous en sommes au papy crash avec toutes ces sociétés qui sont à vendre, et donc, soit à vendre, soit à transmettre d'une génération à l'autre. En France, on sait qu'une société sur 5 fait l'objet d'une transmission familiale, réussie, qui plus est, sachant que à l'étranger, eh bien, c'est beaucoup plus institutionnalisé, puisque en Allemagne, on est à un rythme de 1 sur 2 qui est en transmission familiale, et en Italie, c'est 2 sur 3. Donc, on voit qu'il y a de véritables enjeux au niveau France. Et donc, dans ce cadre-là, ce soir, on va regarder cette fameuse troisième vie. Et pour en parler, donc nous avons 4 invités. Donc, tout d'abord, Jacqueline Voraz. Bonsoir. Donc, Jacqueline Voraz a dirigé avec son mari pendant 28 ans une imprimerie et l'a cédée il y a une quinzaine d'années. Donc, on en reparlera et dans quelles conditions. On a plein de questions à vous poser. Avec plaisir. Pierre Monti. Donc là, Pierre Monti, comment parler de Pierre Monti? C'est très compliqué, sachant que lui, il a repris avec son frère l'entreprise de son père et il a passé le témoin à sa fille et à son neveu. Donc là aussi, c'est une autre forme de transmission, soit une cession, soit la transmission à ses enfants. Après, nous avons Pierre Montel. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Donc là aussi, création d'entreprise et transmission à vos enfants. Exact. Mais là, c'est tout récent. Ah oui, il y a un an, même pas, oui, 1 an et demi, même. Donc vous allez pouvoir nous parler de votre ressenti à chaud. Et enfin, Léon Laval. Bonsoir. Merci Léon d'être là. Et donc, vous avez créé aussi, oui. Vous avez créé votre entreprise que vous avez cédée. Oui. Et là, vous avez eu même le plaisir de la racheter, cédée, racheter. Donc, vous allez pouvoir nous en parler et vous l'avez recédé une deuxième fois à un collaborateur. Donc là aussi, j'allais dire, dans l'opération troisième vie, il y a eu un début de troisième vie, un retour à la deuxième pour repartir dans la troisième. Oui, je dis. Donc, un peu comme le mourant qui revient se faire. Donc, c'est une belle expérience, donc vous allez pouvoir nous en faire part. Alors, première question, déjà, peut-on parler de troisième vie? Alors, Jacqueline, est-ce vraiment une troisième vie ou pas? Alors, complètement. Complètement. D'ailleurs,
très souvent, quand je discute avec mes invités, je parle de troisième vie, puisque aujourd'hui, j'anime une émission sur IDFM Radio, le mardi et le vendredi, de 9h30 à 11h. Je reçois des chefs d'entreprise, des présidents d'associations, des instituts de formation, c'est des élus. J'ai d'ailleurs reçu Madame Ribou il n'y a pas très longtemps. Et je me suis prise une opportunité et je me suis prise de passion pour cette activité. Dans mon entreprise, je m'occupais de la partie commerciale. Et dans ce que je fais aujourd'hui avec la radio, je retrouve le même bonheur que j'avais à être avec mes clients. Je suis aujourd'hui avec mes invités. Alors, la question qu'on se pose, en fait, c'est déjà au moment de la cession de l'entreprise. Est-ce qu'elle était programmée? Ou au contraire, c'est arrivé, ça a été une opportunité qu'on a saisie. Et dans ce cadre-là, une fois que l'opération est faite, à quel moment vous vous dites il va falloir que je m'occupe parce que si on va jusqu'au bout de la négo, comment je m'occupe le jour d'après? Donc comment ça s'est passé à la base en termes de session? C'est arrivé d'un seul coup, c'était programmé, c'était pas programmé, et après comment vous l'avez géré? Alors, c'était programmé. C'était programmé parce que mon mari arrivait à l'âge de la retraite. Notre entreprise se portait bien, mais nous étions dans l'imprimerie. L'imprimerie, c'est un domaine qui évolue chaque jour. On avait, bien sûr, on faisait de l'offset, mais on faisait aussi du numérique. Mais on sentait qu'il fallait aller plus loin dans le matériel. Et il fallait faire un choix. Soit nous vendions, soit nous réinvestissions avec des budgets conséquents, puisque les machines d'imprimerie coûtent très cher. Et on a fait le choix de vendre. Moi, je n'avais pas l'âge de la retraite à l'époque, donc j'ai continué avec l'acquéreur pour assurer la transmission des clients. Et puis, malheureusement, cet acquéreur n'a pas fait de bonnes affaires, un petit peu comme j'ai repris, j'ai lu ce que vous avez écrit, Monsieur Laval. Et au bout de 2 ans, notre entreprise a disparu, alors qu'elle se portait très bien. Bon, voilà, une mauvaise gestion. Et j'ai continué encore dans un groupe familial qui était aussi dans l'imprimerie. Donc, j'ai arrêté petit à petit mon activité. Ça n'a pas été brutal. Et par contre, le fait d'aller sur IDFM, c'était quelque chose de programmé ou c'est une opportunité qui est apparue où on vous a dit au début c'est 1 heure ou 2 heures par semaine et puis au fur et à mesure, il y a des portes qui se sont ouvertes. C'est comme ça que ça s'est passé ou ça a été beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus organisé? Alors, pas du tout. En effet, c'était une véritable opportunité. Une personne que je connaissais sur IDFM Radio m'a proposé au départ de faire une chronique dans son émission. Et ça m'a plu. Et puis, cette personne avait une émission journalière. Au bout d'un moment, elle n'arrivait plus à gérer ses émissions. Elle m'a demandé de venir l'aider. C'est peut-être un peu mon caractère. Je me suis prise de passion pour cette activité. Comme je vous l'ai dit, le fait de recevoir des invités, de m'intéresser à leur vécu, m'a plu. Et là, je me suis investie totalement. Et maintenant, voilà, j'ai ces 2 émissions 2 fois par semaine. Et c'est beaucoup de travail parce que je prépare mes émissions d'une façon assez profonde. Mais voilà, j'adore. La récompense, c'est l'émission. Merci Jacqueline. Merci. Alors, Pierre Monti. Oula. Pierre Monti. Alors, même question déjà. Est-ce qu'on peut parler de troisième vie pour Pierre Monti ou c'est la deuxième vie qui continue, même après, c'est-à-dire l'âge fatidique théorique de la retraite? On va dire que c'est une troisième vie partielle. Partielle dans le sens où, c'est pas plus mal d'ailleurs, parce que ça permet de conserver une semi-activité en n'étant pas décroché complètement du jour au lendemain, ce qui est des fois brutal, vu ce que je peux entendre autour de moi de gens qui ont vécu cette brutalité d'arrêt. Donc moi, c'est pas le cas et je reste, moi, personnellement, dans ce que je considère comme le sensible
Le sensible, c'est le côté comme Jacqueline. Moi, j'étais principalement dans le commercial très local et oui, très local, je dirais. Et donc aujourd'hui, je continue l'activité d'accompagnement de commercial sensible, où il faut, je dirais sans prétention aucune, avoir des notions de métier pur. C'est-à-dire que le bâtiment, il y a toutes sortes de phases dans le bâtiment et toutes sortes d'activités. Moi, j'ai un amour du métier par mon père, évidemment. Donc, ce qui fait que du coup, par ma formation en architecture intérieure, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment dans le métier, je l'accompagne là-dedans. Mais par contre, je n'ai plus d'obligations, je me sens plus dans les obligations, je dirais, du matin à 7 heures du bâtiment, qu'on a bien connu, que Paul, vous avez bien connu aussi, par rapport aux clients que vous avez pu côtoyer dans votre métier de peinture. Dans l'entreprise Monty, qui démarre tôt. Donc, ce qui fait que maintenant, je m'octroie quand même plus de loisirs, plus de liberté dans mes horaires, mais j'ai quand même une présence quasi quotidienne. Ça me permet quand même de pratiquer des activités annexes et j'ai une troisième vie partielle. J'ai cette vie professionnelle qui continue. L'activité aussi, plaisir, sportif, golf et compagnie. La musique qui est pour moi une passion réelle et que je reprends sérieusement depuis 2 ans. C'est vrai que c'est devenu vraiment une passion et ça c'est quotidien. Si on veut être musicien de qualité, il faut jouer tous les jours. Puis surtout, tous les jours. Hein, pour chanter du Johnny Hallyday, il faut quand même travailler sérieusement ses gammes. Hein. La voix, c'est un instrument qui se travaille, en effet. Et donc après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si, j'ai fait quand même 15 ans de prud'homme dans le social, comme conseiller prud'homme, en étant en pleine activité, ce qui est pas facile. Actuellement, je participe, comme vous, Paul, au tribunal de commerce modestement, mais je le pratique quand même, ce qui demande un petit peu de temps quand même, ce tribunal de commerce à Pontoise. Et à part ça, c'est déjà pas mal, ça fait beaucoup de choses. L'association de bien-être. L'association de bien-être, oui, entre autres, je suis président de cette santé essentielle. Heureusement que vous le dites, j'allais oublier. Oui, heureusement que je suis là pour tirer les oreilles. Et puis, le mécénat de Royaumont, dans lequel je participe beaucoup parce que je suis au bureau de cette association du mécénat d'Henri Gouin, qui fait quand même beaucoup de choses et qu'avec mon ami Pierre Montel, nous sommes tous les deux mécènes. Et voilà, ça fait beaucoup d'activités quand même et je m'ennuie pas. Voilà. Mais ça veut dire à quel moment vous avez décidé avec votre frère de commencer à passer la main à vos enfants et à quelle vitesse ça s'est fait? Ça s'est fait, j'allais dire, relativement rapidement ou ça s'est fait sur X années? Ça fait longtemps qu'on y pensait. Ça fait longtemps que les activités varient dans le bâtiment, des années bonnes, des années moins bonnes. Et ce qui fait qu'on a commencé par ce qu'on appelle le pacte du Treil, que vous connaissez évidemment, qui est une donation des parts sociales partielles de l'entreprise qu'on a donnée aux 2 enfants, Benoît qui est président, le fils de Jean-Claude, mon frère, et Jessica, ma fille, qui est directrice générale maintenant. Et donc tous les deux, maintenant ils ont des parts à 100%, puisqu'on a récemment, c'est tout récent, c'est de la semaine dernière, hein, on a des scoops. On leur a donné donc la totalité des parts sociales de l'entreprise. Donc maintenant, nous ne sommes plus que des consultants, comme je dis. Je suis consultant, voilà, tout simplement, et je continue à avoir une activité avec eux pour les aider là-dedans. Et donc maintenant, ils sont totalement indépendants. Donc en même temps, vous les accompagnez puisque vous faites encore un minimum de commercial. En comparaison, votre frère a adopté la même attitude et continue à aller régulièrement dans l'entreprise ou au contraire, c'est pas du tout la même démarche? C'est pas pareil d'avoir mon frère plus âgé, c'est pas du tout. Donc il est resté plus longtemps à la tête de l'entreprise. Il est resté plus longtemps, puis il était président avant moi. Moi, voilà, puis il a démarré évidemment. Moi, j'ai démarré en 76, lui il avait déjà démarré depuis 10 ans avant moi, donc on n'a pas le même âge. Et là, maintenant, il continue à avoir une petite activité de ce qui lui plaît aussi. Il a trouvé son équilibre dans la gestion des fournisseurs, vous avez bien connu. Ça le passionne. Et en gros, c'est ça. Mais il a plus d'activité ni commerciale, ni technique, d'accompagnement, du tout. Mais de temps en temps, il y a quand même toujours la fibre avec l'entreprise qui fait qu'il vient régulièrement. Oui, oui, je pense. J'ose pas dire qu'il s'ennuierait, mais je pense que c'est un peu ça quand même. C'est un peu ça quand même. Mais bon, il a trouvé un équilibre. C'est ce qu'on peut dire. Pierre Montel, alors même question. Par contre, j'ai cru comprendre que
il y avait enfin, la rupture a été plus nette par rapport à la transmission de l'entreprise. Oui, mais bon, c'est assez lié un peu à ma vie. J'ai fait 26 ans de fonctionnaire d'abord et j'ai fait 25 ans de travailleur indépendant. Et le problème, c'est que à 70 ans, j'ai dit je vais arrêter. Donc, non, la transmission s'est faite. Les enfants étaient très intéressés par la reprise de nos magasins. Et j'ai des magasins alimentaires qu'on appelle des hyperfrais, on va dire des concurrents, enfin pas des concurrents, comme des grands frais, mais en haut de gamme. Voilà. Je sais pas, peut-être une petite claque à grands frais. Non, mais, Pour profiter, c'est l'occasion. Ah, très bien. Donc, non, mes enfants étaient intéressés. En plus, j'ai un fils qui vient d'avoir 30 ans, qui a fait école de commerce et qui voulait à tout prix être dans ce métier-là parce qu'il adore la distribution et le commerce. Donc, voilà. Et je les ai formés, moi, sur 5 ans et j'ai passé la main il y a 1 an et demi, à peu près. À peu près, j'ai arrêté à 70 ans. Voilà, j'ai décidé à 70 ans que j'arrêtais. Mon métier était dur parce que tous les matins, on allait à Rungis. Je me levais à 2 heures du matin tous les jours. Et c'est quand même un métier difficile. Puis la gestion humaine est difficile parce que sur les 2 magasins, il y avait pas loin de 80 personnes. Donc c'est pas évident. Et puis bon, j'avais envie d'arrêter, quoi. Je pense que 70 ans, j'ai commencé en 69, j'arrête en 2022, pas mal. Donc c'est un peu voilà. Donc ça s'est très bien passé. La transmission s'est bien passée parce qu'ils avaient envie, puis je les ai formés. Et je pense que je leur ai laissé 2 beaux bébés. Donc, vous avez anticipé combien d'années avant le fait de s'arrêter à 70 ans? Ah, pas très longtemps, parce que le problème, bon, mon fils a 30 ans, c'est un remariage, donc on marie auprès des enfants, j'ai eu à 40 ans. Donc, c'était pas facile. Il avait envie de reprendre, mais il était trop jeune. Il faisait l'école de commerce, c'était compliqué. Donc, il a fallu que je me débrouille. Il allait assez vite à le former. Les 5 dernières années, c'était prévu, quoi. Ils avaient envie, ils étaient là. Ils avaient envie. Donc, je leur ai appris le métier, le travail, pendant 5 ans. Et donc, la passation, là, s'est passée très facilement, là. Donc, votre fille? Oui, là, c'est pas la fille de mon épouse, qui est ma fille. D'accord. Voilà. Et ils sont tous les deux. Donc, ils ont 2 beaux magasins, et bah, c'est une belle activité. Et comme je leur ai expliqué, moi, je leur ai construit, je dirais, les fondations et le premier étage. Je leur ai dit maintenant, à vous de vous débrouiller pour monter l'immeuble, hein, entre guillemets, parce que bon, il ne faut pas qu'ils restent juste à gérer ce qu'on a fait. Surtout que moi, j'ai démarré mon magasin, quand je l'ai construit, j'avais pratiquement 50 ans. Et vous travailliez avec votre épouse Oui, mon épouse D'accord. travaillait avec moi. Elle s'occupait de toute la partie je dirais un peu administrative et épicerie et choses comme ça. Et moi, je m'occupais de tout le reste parce que bon, c'est nos magasins, ils font fruits et légumes, boucherie, charcuterie, enfin, fromage, et ils font tout le frais. Et on va à Rungis, on a 2 camions de structures qui vont à Rungis tous les jours. Donc, on y allait tous les jours. Voilà. Donc, la date d'arrêt, c'est une date d'arrêt commune pour le couple? Oui, non, la femme vient, elle a voulu traîner un petit peu, elle vient d'arrêter parce qu'elle s'est aperçue qu'après, elle avait plus rien à faire. Ah oui, les enfants, voilà, qui arrivent. Et voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Elle a eu plus de mal. On a aussi une chose qui nous a aidé énormément, nous, à faire la coupure, c'est que on habitait Villiers-Adam et on a fait construire à L'Isle-Adam. Donc là, on vient d'emménager il y a 6 mois. Donc il y a eu toute la construction et ça nous a vraiment aidé à faire la transition la ou la transition. coupure. La transition. Moi, beaucoup plus facilement, parce que bon, moi, je vous avoue, mon métier, c'était très bien d'avoir entrepris, créé, c'est super. Mais le métier que j'avais avant, qui était dans le sport, c'était très agréable. J'aimais beaucoup. Donc c'était surtout ça ma passion. Hein. Bon, ça s'est très bien passé. Par contre, ce que je vais faire maintenant, bon là, je commence un peu à me stabiliser. Peut-être que je vais revenir vers, en tant que dirigeant dans ma fédération. J'étais à la fédération de karaté, moi. J'étais à la retraite de haut niveau et après j'ai été cadre d'État à Jeunesse et Sport jusqu'à ce que je quitte à 45 ans. Mais je pense que je vais revenir peut-être comme dirigeant. Ça peut se faire, ça. C'est une activité. Mais sinon,
La vie est très bien. Je m'occupe de ma maison, je fais du sport, je m'en vais à la montagne. J'ai une fille qui est à la montagne à Évian. Je m'en vais. J'aime bien aller en Corse aussi. Bon, je me promène, puis j'ai plein d'amis à voir. On sort souvent, c'est très agréable. J'aime la lecture, donc je m'ennuie pas. Je m'ennuie pas. Très content. L'ancien champion d'Europe de karaté, quand même. Hein, faut quand même le dire. Ben, j'ai découvert ça. J'ai découvert ça. Et puis avec une carrière qui a duré sur plusieurs années. Donc entre champion de France et 7 ans, champion de France. Et après, j'ai été pendant 18 ans à la fédération comme cadre d'État. Et j'ai été aussi à la fin, j'ai été dirigeant, j'étais président de ligue. Donc c'est pour ça que troisième vie, quand on a eu plusieurs vies avant et pas que deux, est-ce que le terme troisième vie est un terme employé? Non, moi j'en ai eu 4, hein, parce que j'ai 2 vies professionnelles, tout à fait, et qui sont aussi passionnantes l'une que l'autre. Bon, c'est vrai que ma vie de sportif, au niveau cœur, c'est ce que je préférais. Mais d'avoir créé son entreprise, d'être parti à zéro, de ne rien connaître et d'apprendre par la force des choses d'ailleurs, c'est fantastique de créer quelque chose. Je suis parti à rien. J'ai commencé au départ quand j'ai quitté la fédération, j'avais pas de travail et tout, parce que au départ, je voulais monter une salle de sport. Bon, ça s'est pas fait. Je me suis retrouvé dans les fruits et légumes. Ça a été assez très dur pendant 4-5 ans. J'avais même fait des marchés et tout. Et puis un jour, j'ai eu la chance, l'opportunité de pouvoir acheter un bout de terrain. Et on a fait construire et on est parti. Et donc là, on a un très beau magasin, un espace vert. Et j'ai monté juste à la fin, en 2019, un deuxième pour les enfants. J'ai monté ça. Et voilà. Et je leur ai cédé. Donc maintenant, ce que j'ai fait, je leur ai vendu mes parts, entre guillemets, parce que en tant que fonctionnaire, j'ai la retraite que je dois avoir en tant que fonctionnaire, mais en tant que travailleur indépendant, je n'ai pas du tout la retraite que j'aurais dû avoir. Donc, j'ai vendu mes parts à mes enfants et par contre, j'aurais fait un crédit vendeur sur 20 ans. Donc ça fait un complément de retraite. Ah, oui, ça fait toute ma retraite, c'est pas le reste. Le reste avec les frères. Je me retourne vers Léon Laval. Donc, même question, j'ai commencé à effleurer le sujet, peut-être repréciser le secteur, puisque là, on a une entreprise du bâtiment, on a de l'imprimerie, on a tout ce qui est primeur. Et donc, un mot et ces deux sessions. Donc, peut-être nous dire votre état d'esprit à l'époque et aujourd'hui. Alors moi, j'ai fait toute ma carrière professionnelle dans les batteries pour véhicules électriques. Donc, pas les voitures dont on parle tous les jours aujourd'hui. C'était des voitures de golf, nacelle, chariot élévateur et nettoyage de sol. Donc, au départ, j'étais envoyé en France pour m'occuper d'une filiale belge qui a été rachetée par des Français. Donc, j'ai quitté et j'ai rejoint une société italienne qui voulait s'implanter en France. Donc, j'ai créé leur réseau pendant 8 ans à peu près. Et ensuite, le métier de batterie industrielle, c'est un métier qui est très concentré puisqu'il y a encore aujourd'hui peut-être 4-5 fabricants au monde dans ce métier. Et donc, comme j'ai quitté cette société italienne qui avait quelques soucis financiers, j'ai créé mon entreprise, un peu comme vous, et dans ce métier-là, bien sûr, et parti avec aussi un salarié, développé, et on est arrivé à la fin avec une dizaine de personnes. On était basé à Saint-Ouen-l'Aumône, et c'est le long de la 184, là. Et la société se développait normalement, et un jour, je suis approché par un intermédiaire qui était missionné par un repreneur qui voulait trouver une entreprise un peu comme la mienne. Et au départ, j'avais pas l'âge de la retraite en plus. Et au départ, on dit oh non, pas du tout, je veux pas vous voir. Bon, après on dit pourquoi pas, asseyez-vous. Ensuite on discute, ensuite on vend. Cette histoire-là, c'est 18 mois, d'accord. Et donc ça permet de se préparer psychologiquement à la vente ou pas pour autant? Non, pas pour autant. Est-ce que ça joue sur la motivation? Parce que en même temps, on se dit oui, pourquoi pas, mais il faut quand même continuer à courir. Comment psychologiquement cette phase elle est vécue? C'est très compliqué parce que on vit comme si on ne vendait pas.
Parce que, in fine, on peut très bien tomber un moment où l'acquéreur se dit non, moi je ne signe pas. Donc, si vous avez prévenu vos clients, vos salariés, vos fournisseurs, vous vous retrouvez sans rien du tout. Donc, je suis arrivé à garder ces contacts, encore une fois, qui ont duré 18 mois. Motivation et confidentialité, c'est les deux critères qu'il faut, il faut réussir à maintenir. Absolument. Et en fait, cet intermédiaire m'a présenté quelqu'un. Bon, moi, je n'intervenais pas trop dans le choix. Je connaissais rien du tout à la transmission d'entreprise, évidemment. Je n'avais jamais même posé la question, je ne savais pas ce que c'était. Cet intermédiaire ficelle un package pour le repreneur, tout compris, comptable, banque, avocat, enfin tout complet, et veut acquérir mon entreprise. Et donc, la personne en question était quelqu'un qui venait d'une grande entreprise, 500 personnes, voire 10, société américaine qui gérait de l'étranger. Enfin bon, il avait tous les côtés qu'il ne fallait pas avoir pour reprendre une petite entreprise comme la mienne. Ça, moi, je ne connaissais pas à l'époque. Et donc, il a voulu gérer cette petite entreprise, cette TPE, comme il gérait ces 500 personnes américaines. Donc, il a cherché à avoir de très gros clients. La première chose qu'il a faite, il s'est bagarré pour avoir le marché des batteries aux aéroports de Paris. C'est pas rien. Il y a des engagements énormes, des contraintes. Si l'avion ne part pas parce que le chariot n'est pas parti, parce que la batterie n'était pas en état, ça fait cher de l'heure de dépannage. Alors, en même temps, je vous interromps. Vous avez accompagné votre repreneur dans la session, ou au contraire, vous l'allez, parce que tout ce que vous nous racontez montre une forme d'implication quand même pour voir qu'est-ce qui est devenu l'entreprise suite à la première session. Or, on peut très bien dire, bon, bah, ça y est, j'ai vendu, je passe à autre chose, ou au contraire, j'accompagne et bah, je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il fait, mais en même temps, il a acheté, donc ça devient son problème. Comment vous l'avez vécu ça? Très mal, parce que en fait, comme on avait négocié beaucoup le tarif de la session, quand normalement on doit un accompagnement de l'ordre de 3 mois pour le repreneur gratuit. Comme on avait négocié beaucoup, j'ai dit bon, je vous accompagne, mais on fait un contrat d'accompagnement de 12 mois, je ne sais plus. Et après 4 mois, enfin, c'est très compliqué pour le cédant comme le repreneur. Parce que le cédant croit qu'il est toujours son patron. Oui. Le technicien vient, donc on était dans le même bureau, le technicien vient là-bas à la porte, il dit j'ai un problème technique là-bas, qu'est-ce que je fais? Mais tu dépannes, tu fais ci, tu fais ça. Et puis le nouveau propriétaire, il dit mais c'est moi qui dois décider. Et le technicien dit mais vous savez pas de quoi je parle. Voilà. Donc c'était très difficile, mais aussi bien pour le repreneur que pour moi. C'est ce que vous avez vécu aussi au moment de l'accompagnement, oui, Jacqueline. Alors. Après, on continue après, mais je voudrais juste que Jacqueline réagisse là-dessus. Donc, mon mari, qui était dirigeant, a accompagné pendant 6 mois l'acquéreur. Et pendant 6 mois, tout s'est passé normalement. Il a vraiment fait du copier-coller. Mais le jour où mon mari est parti, tout est parti en vrille. Son premier acte de gestion, ça a été de ne plus payer les fournisseurs. Ce qui fait que c'est pas mal. Ça améliore la trésorerie, mais ça complique un peu la vie. Ce qui fait que quelques mois après, l'entreprise avait une dette que nous n'avions jamais vue. Et bien sûr, les assurances crédit ne couvraient plus. Le papier, c'est un matériau très cher. Enfin, il fallait payer au cul du camion. Enfin, c'était devenu infernal. Et dans le cas d'une transmission familiale, est-ce qu'on est confronté un peu à la même problématique avec des enfants qui prennent la suite, où on a tendance à dire oui, mais ok, là ils veulent me révolutionner le truc, ou au contraire, bon, de toutes les façons, on a passé la main et on s'efface derrière. Il faut apprendre à accepter. Il faut apprendre, et moi je commence enfin à comprendre et à apprendre à accepter, à prendre du recul. Et
Jean-Claude, que vous connaissez bien, mon frère, en a pris un peu nettement avant moi. Et aujourd'hui, moi, je commence vraiment à me dire, ils feront pas comme toi, ils feront différemment. Tu ne peux pas inculquer. Moi, ce que je voulais inculquer en priorité, c'était d'abord le métier avec un grand M. C'est-à-dire vraiment se dire, on n'est pas des vendeurs de mètres carrés, on est des applicateurs de qualité. Et ça, c'est, moi, cette chose est mon leitmotiv et l'éducation que j'ai eue. Et ça, c'est pour ça que je m'occupais. On avait une complémentarité avec mon frère que vous avez connu, qui était indéniable. Lui, dans la gestion pure finance et moi, dans le commercial technique. En gros, ça se partageait le travail comme ça. Mais c'est vrai que c'était bien parce qu'on était très complémentaires. Aujourd'hui, il faut qu'ils arrivent, il faut qu'ils soient dans leur chemin et tant pis, il y a des choses qu'ils feront plus, que moi j'aime faire, qu'ils ne feront plus. Et c'est pas grave. Ils feront autre chose. Ils ont. En même temps, l'image de qualité de l'entreprise aussi. Ouais, ils ont un développement, demeure. dans le département du 92 que nous n'avons jamais eu. Ils ont un développement de 95 aussi. Je veux dire que après, voilà, c'est à eux de se positionner dans des choses que nous ne faisions pas mal. Et aujourd'hui, on n'a qu'à voir, l'entreprise se porte bien. On ne sait pas ce qui nous attend, puisque tout le monde craint en 2024, mais aujourd'hui, en tout cas, tout se passe bien. Mais il faut, c'est à nous de nous éduquer. Moi, je me force maintenant à me dire non. Et je refuse que les gens viennent me voir. Moi, des fois, ils viennent souvent me voir en disant non, faut aller voir Jessica, ma fille, il faut aller voir. Mais pas moi, je suis plus là pour prendre des décisions de quotidien et de gestion quotidienne. C'est plus mon rôle. Je les aide uniquement dans la partie technique. Point. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Alors, je reviens. Je vous ai interrompu parce que je voulais entendre Jacqueline et Pierre, sauf si, avant que je repasse la main à Léon. Alors, moi, je peux dire, au niveau de la passation, c'est un peu différent. C'est un petit peu différent d'abord parce que mes enfants, ils ont le même amour du produit et du respect des gens que j'avais. Donc là-dessus, ils sont exactement sur la ligne du produit. Par contre, l'inconvénient, d'ailleurs, moi, je ne vais plus pratiquement au magasin, je ne vais plus y aller, parce que ça a été très, très dur. Eux, le personnel, j'ai des gens qui, depuis 20 ans, ils les ont connus enfants. Ils ont travaillé le week-end pour faire leurs sous et tout. Donc, ma position, moi, pour les gens, quand je vais, c'est toujours pas le patron. Et ça peut jouer, parce qu'ils ont quand même un ego assez fort. Ils sont très bons, mais ils ont un ego très fort. Et ça joue et ça les gêne beaucoup. Donc moi, comme je veux pas gêner, reculer. Mais par contre, Faites bien des achats dans votre société, votre ex-société. moi je fais rien du tout. Moi. Vous n'allez pas faire vos courses chez Ma vous? femme, moi je vais pas. Moi. Elle va voir un endroit, on va manger avec. Non. J'y vais une fois tous les mois, 2 mois. Quand j'ai la comptabilité, j'ai des choses à voir avec eux, mais sinon j'y vais. Non, j'y vais pas. Pour voir d'anciens collaborateurs? J'y vais pas. J'y vais le moins possible. Ça se passe très bien. En plus, j'ai la chance. C'est qu'ils sont doués. En plus, ils ont eu la formation. Ils ont l'intellect. Ils ont tout. Ils ont le réseau. Ils sont très doués. Ils sont nettement doués. Pas de problème. Moi, j'étais un besogneux. Eux, ils sont doués. Donc, c'est facile. Ça marche bien. Très bien. Très bien. Donc, je ne veux pas les embêter. Je les laisse. Je suis d'accord avec eux. Il n'y a jamais de problème comme ça. À chaque fois que j'y vais, il y a un problème. Alors, non, il y a un problème. Donc, vous n'y allez pas souvent. Ah non, moi j'y vais une fois peut-être, allez, je vais dire une fois par mois et encore. Et encore. Ma femme, elle y va 3-4 fois par semaine. Mais moi, bon, j'ai pas la je n'aime pas cette expression, c'est réducteur. Mais j'ai pas la mentalité ancien combattant. Quand j'ai fini quelque chose, c'est fini, je passe à autre chose. On va repasser la parole à Léon parce que je vous ai interrompu. Alors, Donc, on en était sur cette phase d'accompagnement. voilà, qui était très compliquée. Donc, très, très vite, le repreneur a eu des problèmes avec ses fournisseurs. Ses clients, nous, on était relativement cool. On savait qu'il ne payait pas tout de suite, mais qu'il payait bien. Lui, il a fait la police immédiatement, donc les clients sont partis. Des problèmes avec les salariés, enfin des problèmes un petit peu partout. Si bien qu'après 3 ans seulement, alors que la société était très belle boîte, après 3 ans, mise en redressement, liquidation dans les mois qui suivent. Et qu'est-ce que je fais? J'ai mes salariés qui sont sur le carreau, mon bâtiment qui a plus de locataires. Je réfléchis très rapidement et je décide de reprendre le fonds de commerce de ma société à la barre du tribunal. Alors, votre épouse, elle était favorable à ce genre de choses ou... Non, du tout. Et alors, comment on convainc son épouse de dire je rempile?
Ça, c'est une autre conversation qui peut être très longue, parce que la vie d'après la retraite, la vie d'après la vie active et la retraite, mari et femme, c'est quand même compliqué parce que on a quand même vécu 40 ans en se croisant le matin et le soir. Donc là, c'est du 24-24 ou à peu près. Donc elle est contente de vous voir reprendre à la barre du tribunal, en se disant, allez, à ce moment-là, oui. il va sortir un petit peu. Ouais. Donc la reprise, très compliquée. Les clients sont partis, les fournisseurs ne sont pas payés, les bons salariés sont partis, et je m'associe avec le responsable commercial de mon principal fournisseur en France, en faisant un pacte d'associés très bien ficelé qui disait le jour où on reprend à la barre le prix, parce que j'avais prévu un accompagnement de 5 ans, le prix de la valorisation 5 ans après. Donc 0 fois 5 égale 0 ou un autre chiffre égale, enfin bon, très facile. Et donc on a relancé la boutique avec quelque part un peu de chance parce que du fait que je reprenais, évidemment, les fournisseurs m'ont fait confiance et notamment des fournisseurs américains parce qu'on faisait beaucoup d'importations de batteries, notamment pour les véhicules électriques, les voitures de golf, qui étaient des batteries spécifiques pour ces voitures-là. Donc on a pu avoir des crédits de fourniture immédiatement, ça nous a bien aidé. Donc on a relancé, et j'ai fait donc cette deuxième session il y a quelques temps maintenant, et la société se porte très bien, ça roule bien, et donc c'était vraiment un problème de repreneur. Donc ça veut dire que quand on cède, quand on transmet son entreprise, c'est quand même compliqué de sélectionner son repreneur parce qu'on ne sait pas vraiment s'il vient évidemment du métier, si c'est un ancien commercial ou dirigeant d'une boîte concurrente ou qui fait le même métier, c'est plus facile. Mais en général, on peut avoir des personnes, des cadres qui vont reprendre des entreprises qu'ils ne connaissent pas du tout. Et là, c'est un peu plus le dé qui roule, il y a une tombe du bon côté ou pas, donc c'est un peu plus compliqué. Mais là, bon, autant la première fois, j'avais rien vu, je savais rien à rien. La deuxième fois, je savais tout. Donc, je suis exactement bordé la transmission et ça s'est forcément bien passé. Donc, il faut vendre plusieurs fois ces sociétés pour savoir ce qu'il faut faire. C'est ça la conclusion? Pour comprendre, oui, pour comprendre le mécanisme. En même temps, sur la deuxième, j'allais dire le deuxième accompagnement, disons-le comme ça, vous étiez à temps plein, vous étiez oui. à temps partiel? Non, temps plein. Pendant 5 ans. Donc, j'ai repris pendant 5 ans. Donc, ça n'a pas été une transition vers une retraite méritée? Non, je ne pensais pas à la retraite à cette époque-là. Et même à la première session, comme c'était difficile la négociation, mon avocat avait dit, vous reprendrez l'entreprise. Il ne peut pas diriger une entreprise comme ça. Donc, j'étais prévenu de l'issue de la première session. Donc, ce n'était pas une surprise. Et je n'ai pas quitté dans ma tête, j'ai jamais quitté la boîte lors de la première session. Aujourd'hui, j'ai fait un peu comme Pierre. J'ai fait vraiment la coupure. J'y vais 2 fois par an, voir si les murs sont en bon état. Donc, vous y allez en tant que propriétaire, pas en tant qu'ancien actionnaire de la société? Non. J'en profite, je l'ai pas dit, mais si parmi les personnes qui nous suivent, il y avait des questions, de passer par le chat pour nous poser les questions. Il y aura un temps consacré éventuellement aux questions en fin d'émission. Une question à tous, c'est est-ce que votre vie actuelle correspond à ce que vous aviez anticipé de votre retraite ou comment vous l'imaginiez au moment où vous étiez encore en activité ou proche de la sortie? Jacqueline. C'est compliqué parce que j'avoue que j'avais pas réfléchi à un après. Les choses se sont faites naturellement. Donc, parce que quand vous étiez encore en activité, puisqu'on parlait du golf, vous jouiez déjà au golf, c'était déjà une passion? Je jouais un peu, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui parce que voilà, quand on a une entreprise, une partie de golf, c'est au moins 4 heures et non, j'avais pas le temps je jouais un petit peu le dimanche, mais non, je me suis mise vraiment
quand quand j'ai arrêté définitivement de travailler dans l'imprimerie. Et dans votre esprit, c'était je vais dire, une des occupations sûres, probables, où vous aviez une idée en tête en disant, tiens, je veux faire de la radio. Non, non, ça a vraiment été l'opportunité, comme je l'ai dit au début. Non, j'imaginais jouer au golf et puis voyager, puisqu'on aime voyager, j'aime lire, donc voilà, je n'avais pas le sentiment que je pourrais m'ennuyer, mais j'ai jamais imaginé venir avoir cette activité aussi dense à la radio. Parce qu'aujourd'hui, vous avez presque plus de contacts à travers votre activité en termes de vie sociale, disons-le comme ça, que quand vous étiez encore en activité. C'est différent parce que là, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, c'est un bouleversement total. Mais alors, moins de contacts, j'avais pas mal de contacts puisque j'étais dans la partie commerciale. Mais oui, c'est vrai que je rencontre beaucoup de monde aujourd'hui. Et c'est vrai que vous êtes très présente sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'en apprends tous les jours avec Jacqueline Noraz. C'est le métier qui veut ça. Je voudrais ajouter quelque chose, Paul, si vous permettez, par rapport à ce qu'a dit Léon, sur le choix de l'acquéreur. Parce que nous avions plusieurs acquéreurs, enfin, on en avait au moins 3. 2 qui, en fait, ne voulaient prendre que la substantifique moelle de l'entreprise, le chiffre d'affaires et voilà, son commerce. Et notre choix s'est porté sur la 3e personne qui gardait l'ensemble avec les employés parce que nous voulions leur assurer aussi ils avaient l'âge qui permettait d'aller jusqu'au bout de leur carrière. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme nous l'espérions. Donc, faire attention au choix de l'acquéreur. Pour moi, non, je n'ai pas du tout pensé à la retraite. Le problème, c'est que j'ai démarré ma 2e activité après près de 50 ans. Donc, le temps de lancer, de tout développer, j'ai fait 4 sur mon bâtiment, j'ai fait 4 ou 5 agrandissements en 20 ans. Donc, j'ai jamais pensé à la retraite. À un moment donné, je dirais que ce qui m'y a fait penser, c'est de voir que mes enfants ils commençaient à être bons, et surtout l'âge. Et parce que je commençais à fatiguer quand même. En plus, bon, je vais faire l'infarctus à 60 ans, 61 ans. Donc, c'était quand même pas facile. La vie était difficile, quoi, d'aller à Rungis tous les matins, se lever à 2 heures tous les matins. C'était pas évident, hein, à faire. Donc, mais j'ai jamais pensé à ce que j'allais faire après. Pas du tout. Au contraire, j'aurais aimé continuer. Il aurait fallu tenir encore un petit peu, et puis d'ici 2 ou 3 ans, vous auriez eu Agoralim. Ah oui. Donc au niveau du Val d'Oise, le Rungis du Val d'Oise, et ça aurait résolu tous vos problèmes. Non, parce qu'il faut quand même se lever toujours à la même heure. Oui, mais vous gagnez déjà 2 heures de trajet. Au lieu d'aller à Rungis, si vous allez... Le matin, à l'heure où je partais, je mettais 35 minutes. Ah oui. Mais par contre, on mettait 2 heures pour revenir. Mais ça fait partie du job. Non, mais j'ai pas pensé du tout à... Mais bon, ce qui m'a fait arrêter, c'est surtout l'âge et ma santé, quoi. Je fatiguais. Mais le jour d'après, ça y est, vous avez transmis. Est-ce que le jour d'après est un jour de grand soleil, ou en disant ça y est, je vais plus me lever pour 2 heures du matin, ou c'est mince, comment je vais occuper ma journée? Non, j'avais pensé ça et j'ai pas eu le temps parce que je m'occupais de la construction de la maison. Donc j'étais dans les travaux et tout. Mais j'ai quand même fini la passation au niveau du magasin assez douce, c'est-à-dire que j'ai fait le dernier agrandissement sur le magasin d'Erami, le plus gros, et c'était un agrandissement assez sérieux, et ça m'a permis de me relâcher au niveau de l'organisation et de la gestion courante du commerce, et je me suis concentré sur l'agencement, les transformations du magasin et tout. Donc ça m'a aidé à être plus doucement, ça a fini, quoi. Hein. Et puis quand c'était fini, je dis bon, ça y est, moi j'arrête. Et puis je me suis plongé dans la maison. C'était aussi un gros boulot, hein. Parce que, entre les peintres, les entrepreneurs, les constructeurs. Il faut gérer les peintres. Oh là 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 là. On est bien d'accord, hein. Moi, je peux vous dire que non, de toute façon.
Mais ça a été très agréable et ça m'a aidé. Aujourd'hui, voilà, j'ai décidé que c'était fini, c'est fini. Pas autre chose. Pierre Monti, commentaire. Pour rebondir sur ce que Pierre vient de dire, ce que vous disiez juste avant, et ce que Jacqueline disait, alors le golf, c'est vrai que c'est pas un sport en activité, parce que d'abord, on se culpabilise quand on joue au golf pendant 4 heures ou 5 heures. Moi, j'ai fait des compétitions à l'époque, quand j'ai commencé, il y a 25 ans, je me culpabilisais. La semaine, c'était impossible, donc je ne vois pas bien. J'ai arrêté pendant 25 ans le golf, parce que ça me convenait pas dans mon activité. Donc, j'ai fait des sports beaucoup plus intenses et plus physiques, et ça m'a permis, et plus rapide. C'est-à-dire, c'était mieux. Et moi, j'ai l'expérience comme de mon père que vous avez connu, Paul, peut-être pas, mais qui a arrêté très tôt. Il a arrêté à 58 ans. Et là, si on parlait de l'après et de comment dirais-je, de la prise de conscience de qu'est-ce que je vais faire demain. Moi, je l'ai vécu avec lui de loin parce qu'il habitait dans le Midi. Et à 58 ans, on est quand même en pleine santé. 60 ans, il s'est dit, mais mince, qu'est-ce que je vais faire? Une fois qu'il a fait 10 fois le tour 100 fois le tour de son terrain, même sur la Côte d'Azur, je vais dire que ça, on sait plus trop. Et là, je me suis dit, et là, il peut pas revenir. C'est même pas autant, vous avez réussi à revenir, mais lui, il était cassé au niveau du relationnel et du réseau et de tout ce qu'il y avait comme relation. C'est impossible. Nous, et on avait pris quand même, entre guillemets, la main. Ça prouve qu'on n'avait pas attendu. On a vite rebondi. C'est ce que j'espère que nos enfants vont aussi pratiquer le même chemin, c'est-à-dire rebondir sans nous. C'est ça l'intérêt. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. C'est pour ça qu'il faut encore une fois savoir prendre du recul. Mais là, aujourd'hui, non. Le fait de voir une progression, je dirais, dans l'arrêt, c'est pas mal parce que s'il n'y a pas de brutalité. C'est-à-dire que j'ai pas cette brutalité de me dire, qu'est-ce que je fais ce matin? Je me pose jamais la question. J'ai toujours plein de choses. Parce que, nous qui étions un ancien de la distribution, on avait quand même 2 sociétés de distribution. On avait Covy à Boissy, Léry, et on avait Pro Peinture à Pierret. C'était 2 sociétés, dont une, moi j'étais le président et qui nous a permis de passer la grande crise de 92 du bâtiment. C'est quand même une des plus grosses crises, la crise la plus importante que j'ai connue, de 92 à 97. Et c'est là où justement, il faut savoir se remettre en cause. Et c'est un petit peu la force des entreprises qui durent, c'est d'arriver à se remettre en cause chaque fois, parce que on les a, les crises, et il faut se dire, faut se réinventer. Savoir se réinventer. Voilà. anticiper. Et ça, c'est une question d'éducation, et j'espère que on a su leur faire partager ça, qu'ils se remettent. Rien n'est acquis, et malheureusement, les choses sont toujours à revoir, toujours. Voilà. Quand on cède ou quand on arrête et qu'on transmet son entreprise, quelle est la chose la plus dure à quitter? Le réseau. Du jour au lendemain, le téléphone ne sonne plus. Les clients gardent un peu le contact au départ. On est invité. Quand tu passes, tu viens déjeuner. Et puis, on n'a plus rien à se raconter quelque part, puisqu'on n'est plus dans les affaires. On n'est plus dans l'action. Donc, c'est assez dur. Donc, il faut rebondir, comme vous avez dit, autrement. Et moi, j'ai pris l'option de rejoindre le CRA, qui est une association d'anciens chefs d'entreprise. CRA veut dire Cession Reprise d'Activité. Moi, je crois que c'était le club repreneur d'affaires. Ça a changé de nom? Oui, il y a plusieurs noms. longtemps. Il y a plusieurs noms. Il va falloir que j'actualise mes connaissances. Et donc, c'est très intéressant parce que ça me permet de rester en contact avec les entrepreneurs, de comprendre leurs problèmes de cession, du coup, puisqu'on est à la base de leur réflexion de cession. Et le CRA, nous sommes à peu près 250 délégués comme moi en France. Sur le Val d'Oise, nous sommes 2. On est basé dans 75 villes en France. Paris, on est sud, nord, est, ouest et Paris. On traite à peu près, on a en permanence sur notre site internet 600 entreprises à reprendre et en face, 1600, 1500 candidats repreneurs. Et notre mission, c'est d'essayer de les faire, on est le mythique de l'entreprise, d'essayer de les faire se rencontrer. Et comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est assez compliqué parce qu'en fait, il y a un décalage entre les repreneurs et les entreprises que l'on a. On ne traite évidemment que des TPE, PME. Pourquoi? Parce que le chiffre, la valorisation est inférieure, évidemment. La valorisation moyenne de nos entreprises, c'est 800 000 euros. Chiffre d'affaires moyen à 1 million d'euros. Et donc,
pour reprendre une entreprise de moyenne 800 000 euros, il faut avoir un apport avec l'emprunt bancaire de l'ordre de 300 000 euros. Donc, c'est pas donné à tout le monde d'avoir 300 000 euros à risquer, enfin, entre guillemets, sur la table. Et donc, nos repreneurs, ce seront des cadres dirigeants dans des grandes entreprises, ils vont venir de chez Peugeot, Total, ils ont 45, 50 ans, les enfants sont grands, la maison est payée, ils disent qu'est-ce que je fais, je vais rester là, salarié dans ma boîte jusqu'à 65 ans, je veux construire quelque chose à mon nom. Donc, ces gens-là viennent vers nous en demandant de les accompagner pour trouver ces entreprises, soit au CRA, soit en dehors du CRA, évidemment. C'est pas En même temps, ce que vous venez de décrire, c'est votre premier repreneur. quelque part, oui. Oui, mais oui. Et Alors, et donc, ça veut bien dire que c'est délicat c'est vrai. et de choisir le bon repreneur qui soit prêt à, je vais dire, à plonger les mains dans le cambouis, qui a déjà une surface financière, et qui est bien adapté, je vais dire, à la culture, parce qu'en fait, c'est une entreprise aussi. Absolument. Il y a un vrai challenge. Là, on a une formation qui est très importante, qui est très réputée justement à ce niveau-là, parce qu'on leur dit, sans doute, mais enfin bon, on leur dit quand même, votre salaire à 15 000 euros, vous l'oubliez, ça va être plutôt 3 000, et encore, si c'est 3 000, si vous tirez 3 000, ça va bien. C'est vous qui, les vacances, il n'y en a pas beaucoup, les week-ends non plus. C'est vous qui fermez les lumières quand vous quittez la boîte le soir et qui les ouvrez le matin. S'il y a un problème avec un salarié, si la boîte est petite, elles sont forcément petites, vous prenez le relais. S'il faut faire une livraison parce que le chauffeur est malade, c'est vous. Et donc, tout ça, il faut que ça leur passe, qu'ils digèrent bien toutes ces informations pour pouvoir sauter le pas. En général, ils sont tous très contents d'avoir pris la décision de reprendre une entreprise. Et comme on essaye, évidemment, de bien filtrer tout ça, il y a très peu d'échecs. Il faut dire aussi que les entreprises que l'on a sur nos bases de données sont toutes in bonis. On ne peut pas prendre d'entreprises qui perdent de l'argent, qui sont en redressement. Bon, elles peuvent y arriver avec le temps, mais en principe, puisque ces gens-là vont créer une holding de reprise avec un prêt bancaire que va faire la holding à côté de leur rapport, et ils peuvent reprendre. Vous avez compris que si vous voulez vous relancer dans les affaires, il faut s'adresser au CRA. Alors on embauche. Alors ils embauchent de tous les côtés, vous les intéressez, soit en tant qu'entrepreneur parce que vous avez votre expérience de chef d'entreprise, soit en tant qu'accompagnateur pour jouer les go-between. Mais il est vrai que les reprises sont toujours aléatoires, mais autant avec des entrepreneurs privés, des repreneurs privés, mais aussi avec nos enfants, parce que cette fois c'est encore pire, parce que quand on les lâche dans la nature, comment vont-ils s'entendre? Est-ce que ça va proposer des problèmes de famille? Et parce qu'on est content que ce soit nos enfants qui reprennent. Ouais, ça fait plaisir, normal. D'abord, on perd de l'argent. Non, mais ça, c'est pas grave, ça. Mais surtout, on veut que ça se passe bien. Et si ça se passe bien entre eux, si ça se passe pas bien, surtout quand il y a plusieurs personnes, c'est là que c'est compliqué. Il y a des conjoints. Hein, il y a des conjoints. ou même entre frères et sœurs. Non, les conjoints. C'est très compliqué, là. On ne sait pas, ça. Et ça, c'est. Là, il n'y a personne qui peut nous aider, là. C'est vrai ce que vous dites. Il y a entre céder son entreprise à quelqu'un qu'on ne connaît pas ou avec qui on va sympathiser un peu comme ça. Mais céder à nos enfants, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus dangereux. On s'inquiète pour eux, et ce sont nos enfants, donc on les aime envers et contre tout. Du coup, oui, je peux dire que mon épouse, à chaque fois qu'ils se prennent la tête, les deux, elle en est malade. Ben oui, bien sûr. Et le repas du dimanche en famille, on s'occupe de quoi? On les apporte souvent le dimanche, je ne sais pas ce qu'ils travaillent, mais le lundi, alors. non, mais c'est compliqué. Oui. C'est très compliqué parce que parce que moi, on aura donné à 50-50, bien entendu, mais il faut qu'à un moment donné, il y ait un leader qui se dégage. Et il faut que l'autre, il l'accepte.
par rapport à nous, les jeunes d'aujourd'hui sont moins dans l'affectif que nous. Oui. Nous, on était dans Ah oui. l'affectif du personnel, Totalement. par exemple, parce que moi, Oui, j'ai vécu oui, avec des anciens paternalistes, accompagnateurs, à l'écoute, etc. Eux, les jeunes, ils ont pas du tout ce sentiment, c'est-à-dire qu'ils sont dans un esprit. Moi, combien de fois je dis à ma fille, mais si, je suis pas d'accord avec toi, un tel, il est comme ça et comme ça, il faut que tu l'écoutes, il faut que tu. Mais non, elle, c'est Oui, carrément, non, les vacances, c'est le temps, boum, boum, il a pas. Ah oui, c'est pareil. Il n'a pas fait Bien, ceci, c'est il n'a pas pareil. fait cela. Ah oui, peut-être tu as raison sur le principe, mais fais des différences. Je dis trie les salariés en fonction de leurs valeurs C'est pas intrinsèques. notre- Et c'est ça qu'il faut faire. Ils ont du mal à ça, les jeunes. On a des vrais salariés, nous. C'est ça qu'il faut se dire. On a été 100 salariés chez nous, hein, Paul, vous le savez. Là, aujourd'hui, ils sont encore le groupe 45 plus 20, ils sont encore 65, 70 avec Omnivecor et Monty. Donc, ce qui veut dire que du coup, il y a quand même des vrais salariés. Il faut s'en occuper. On les traite pas comme des sous-traitants ou autres. Oui, puis il y a des salariés qui se sont investis dans l'entreprise, qui ont suivi le chef d'entreprise. Totalement. C'est vrai que quand on dirige, c'est une autre façon de diriger aujourd'hui. On va arriver à la fin de cette émission. L'humain, ça reste comme Est-ce qu'il y a des questions sur le chat ou... Un petit clin d'œil, je voudrais quand même vous passer. Ah. Alors, Je petit vous laisse suivre. hop. Ah, j'ai fait une bêtise. Je l'ai perdu. Oh, je suis... Le coût le plus important au golf est le prochain. Comme pour la cession d'une entreprise, l'après est aussi important. C'est bien. Ah oui, C'est bien. C'est anonyme. Oui. Un ami qui vend bien On veut que l'entreprise soit aux joueurs de golf. Quand on a créé quelque chose, on veut que ça continue. Bah, c'est un peu le bébé du chef d'entreprise. Ah, bah, c'est oui. Ben, ça va être le mot de la fin. Donc, rappelez-vous qu'il y a deux autres webinaires. Donc là, en janvier, et il y aura de la communication sur la date exacte, sur le déclenchement. Un en février sur le regard croisé cédant-acquéreur. Peut-être un dernier mot, Véronique, pour conclure. Pour conclure, donc merci pour tous vos témoignages. Alors, je ne l'ai pas dit, mais j'étais aussi chef d'entreprise. Donc, à travers vos témoignages, je me retrouve un petit peu. Ah, donc, on peut être élu, alors. On peut être élu, alors. Alors, on peut être élu, on peut faire les deux. C'est la troisième vie. C'est la troisième vie. C'est très compliqué quand même. Hein. Oui, je ne veux pas, là. Bon, alors moi, j'ai arrêté il y a déjà aussi un petit moment. Et du coup, ce qui me permet d'encore plus me consacrer à ma mission d'élu. On n'a pas trop parlé de 14K, mais en fait, c'est tenu par l'agglomération Plaine-Vallée, qui est un groupement de 18 communes. Et j'invite tous ceux qui souhaitent entreprendre, reprendre une entreprise. On a des super partenaires comme Réseau Entreprendre. Caroline est cachée, notre présidente, mais voilà. Et en tout cas, les services vous accompagneront dans votre création d'entreprise, qui est, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, un beau challenge dans la vie et une belle expérience. Et je trouve que c'est le plus beau. Ceci dit, le mandat de maire, c'est aussi l'un des plus beaux mandats. C'est une multifonction, on va C'est dire. une multifonction, mais en plus Chef d'entreprise. ben voilà, c'est une autre entreprise. C'est une entreprise. Hein. Voilà. Et l'humain ne doit pas être facile à gérer. Et moi, j'ai à peu près de la chance de ce côté-là, et avec les habitants et avec les agents. Enfin voilà, donc tous ceux qui auront envie de créer, il y a toute une équipe ici au développement économique de Plaine-Vallée. Et 14K est vraiment un lieu qui est dirigé par quelqu'un de valeur et qui pourra vous aider avec toute une équipe à créer cette belle aventure qui est d'avoir sa propre entreprise. Et merci beaucoup à vous tous pour ce témoignage. Et merci à Céline qui nous a fait tout le support logistique depuis le début jusqu'à la fin, avec le service avant-vente, le service après-vente. Donc merci beaucoup Céline. Et puis une dernière info pour ceux que ça intéresse et qui veulent aller un petit peu plus loin que les échanges qu'on vient d'avoir, avec un petit booklet de l'IFA, donc l'Institut français des administrateurs, sur la transmission, enjeux et bonnes pratiques, je le montre.
sur transmission ou reprendre une entreprise. Donc là, c'est les guides pratiques pour tous du CRA. Voilà. Et après, Next Step, qui est sur tout ce qui est session. Et là, c'est une interview du président de l'IFA aussi. Donc voilà, si vous voulez aller un peu plus loin sur ces sujets-là, vous avez tout ça à votre disposition. Et enfin, merci aussi à Marie qui nous a accompagnés avec Céline sur ce webinaire. Voilà. Je voudrais dire à Monsieur Laval que je serais ravie de vous accueillir dans mon émission pour parler de CRA. Avec plaisir. Donc voilà. Une bonne soirée à tous et merci encore. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.